Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu la gang du gala Influence Création et de l'Acréa, soit Laurence, Maude et Anthony. Super de bel épisode. Juste pour vous dire, là, au moment où on publie l'épisode, le vrai gala va être dans quelques jours, c'est le 31. On est officiellement gagnant du podcast émergent, le podcast ordinaire. Fait que c'est très, très cool. Mais au moment où je les ai reçus, c'était en début mai. Le gagnant n'a pas encore été annoncé. Fait que c'est juste le fun de rencontrer une gang comme ça que, premièrement, on sponsorise avec Mindblow depuis des années le gala Influence Création. Mais en plus, cette année, on a la chance d'avoir été nominé et d'avoir gagné Podcast Émergent. Fait que très cool d'avoir un petit peu leur feedback sur comment monter un aussi gros gala, tous les envers du décor, le côté financier, comment les gens perçoivent peut-être la création de contenu maintenant en 2025. Et moi qui baigne les deux pieds dedans depuis des années, j'ai pu poser des questions assez critiques là-dessus aussi. Donc, un super de bel épisode. Si vous ne suivez pas encore le podcast ordinaire, la meilleure façon de nous encourager le podcast, c'est de nous suivre sur les réseaux, autant TikTok, Instagram, Facebook, mais évidemment Spotify, Apple Podcasts, YouTube. C'est toujours un plaisir d'être avec vous à chaque semaine. Merci beaucoup pour votre support, car c'est grâce à vous qu'on a pu gagner podcast émergent de l'année, qu'on a été nominé avant ça également. Donc, merci beaucoup pour votre support. Et si ce n'est pas fait, soyez certain d'aller suivre le podcast et de laisser un 5 étoiles si vous le souhaitez sur Apple Podcasts, Spotify et sur YouTube. Sur ce, bon épisode tout le monde. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Le son est good, puis les angles, tout est bon? Good. La gang du gala Influence Création, Anthony, Laurence et Maude au podcast ordinaire. Bienvenue la gang, merci d'être avec moi aujourd'hui. Hey, merci à toi. Ouais, on est merci vraiment de nous contents. recevoir, pour vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un podcast à 4 pour être franc. Comme des fois, j'en ai 2, mais rarement, c'est one-to-one. En tout, on a déjà eu la chance de le faire ensemble. Laurence, on se connaît très bien. Maude, on s'est vu plusieurs fois aussi, mais de vous avoir les trois en même temps, je pense que c'est le deuxième épisode en dedans de 90 épisodes qu'on est trois. Fait que... Je pense que c'est la première fois qu'on est trois aussi à parler du gala comme tout en même temps. Oui, c'est vrai. Publiquement, je dirais. Il manque Jean-Michel, mais oui. Ouais, absolument, absolument. En dehors de notre propre podcast, mettons. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'adore ça. Fait que merci beaucoup d'être avec moi. Aujourd'hui, on parle du gala Influence Création qui s'en vient très, très bientôt. Comme je l'ai dit, quand je vais poster le podcast, on va être à comme une semaine de la 3e édition déjà du gala. Moi, avec Mindblow, by the way, je sais que t'en veux une. Fait que si tu veux prendre une petite Mindblow aujourd'hui, merci pour beaucoup. vous directement là. Ça va être la 3e année qu'on sponsorise également le gala Influence Création. Cette année, on a la chance que Mindblow, pas Mindblow, mais le podcast est en nomination pour Podcast Émergent aussi. Ce que j'ai envie de savoir de votre côté, 3e édition, comment on se sent comme ça après 3 années back-à-back d'avoir quelque chose comme ça qui grossit de plus en plus? Je sais pas, mais il y a comme un running gag. On dirait que à Laurence, à chaque année, elle dit, mettons, on est à un mois du gala, c'est comme si que c'est là que je réalise qu'on fait un gala, genre. OK. Puis c'est, en tout cas pour moi, je trouve que ça semble toujours un peu irréel. J'ai l'impression que, tu sais, pour vous, vous voyez les décors, la scène, vous préparez le spectacle. Tu sais, moi, dans mon cas, je fais juste pas juste, mais je fais des vidéos seulement. Fait que, tu sais, comme c'est un peu, ça rentre dans mon quotidien assez facilement. Ouais. Mais, tu sais, vous voyez ça grandir. Fait que, pour moi, j'ai vraiment hâte, en fait. Là. J'ai vraiment hâte. Je pense qu'on est vraiment excités. Puis justement, on voit l'évolution, Laurence et moi, à tous les jours. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui progresse énormément rapidement, surtout à quelques semaines, jours de l'événement. Puis je pense qu'en tout cas, quand il arrive dans la situation, il voit comme « Oh mon Dieu, c'est tout ça qui se passe. » À chaque année, on améliore énormément de choses. On a vraiment hâte que les gens puissent voir qu'est-ce qu'on a amélioré cette année. Oui, pour que les gens comprennent, dans le fond, moi, mon rôle, c'est plus d'être autour du spectacle dans le gala, puis Maude est plus au niveau des décors activation. Fait que, tu sais,
party au complet, mettons, ou toute la soirée, à deux, on le maîtrise au complet, comme minute by minute. OK. Mais les autres producteurs ou les trentaines autres personnes qui travaillent là-dessus chaque semaine présentement, ils voient pas ça. T'sais. Ils voient pas toutes les briques qu'on pose chaque jour. Ouais. Fait que tout le monde prend son 2 minutes là, quand il arrive là-bas. Ça arrive bientôt, 31 mai. J'ai envie de vous ramener un petit peu à l'arrière, dans le sens où il y a 3 ans. J'ai envie qu'on parle du jour 1, quand ça a commencé peut-être cette idée-là de lancer le gala. Je pense pas qu'on a jamais parlé. Je sais qu'au podcast, on avait parlé un petit peu ensemble dans ton épisode, mais vraiment, quand est-ce que c'est arrivé le premier moment où vous avez dit « Hey, il me semble qu'un gala pour récompenser des créateurs de contenu, ça serait sharp au Québec. » Quand est-ce que ça a commencé? En fait, c'est Jean-Michel qui est pas là aujourd'hui parce qu'il a fait beaucoup d'interviews déjà dans le passé, qui lançait l'idée de dire on aime ça, dans le fond, avec mon agence Web Disney, dans le milieu de la conversation. Puis on se disait, mais il semble qu'il manque quelque chose au Québec pour la reconnaissance des influenceurs. À la base, on appelait moins ça créateurs de contenu. Et on est allé déjeuner avec Anto, il a lancé l'idée, il trouvait aussi qu'il y avait un besoin. Donc, on s'est dit, on va créer quelque chose. Puis au début, ça mijotait à un festival, un trade show. Puis on était comme, mais pourquoi les gens vont venir? C'est ça, le nerf de la guerre. Pourquoi les gens vont assister à l'événement? Puis à un moment donné, on a eu une révélation en dînant, Jean-Michel puis moi, puis j'étais comme, faudrait que les gens y aient une reconnaissance, faudrait qu'ils soient contents qu'il y ait un prix, on fait un gala. Puis là, l'idée a été lancée comme ça. Donc, on en a parlé en tôt, il trouvait ça une très bonne idée. Et Laurence, dans le fond, avec qui on collaborait déjà sur des événements, était vraiment était encore spécialisée dans la recherche de commanditaires. Donc, on l'a appelé, puis on s'est tous assis ensemble, puis on shakeait tout un petit peu en se disant, OK, on le fait, puis on a décidé de le faire. Ça a été vraiment lancé comme ça, là, à la base, je pense. Ce que je trouve fou de ça, c'est que, tu sais, à part, mettons, vous deux, vous avez déjà travaillé ensemble, Jean-Michel et toi, peut-être un peu avec Laurence, mais essentiellement, on lançait, genre, sûrement l'un des plus gros projets de notre vie avec 3 personnes qu'on connaît pas vraiment, tu sais. Ça, c'est fou, je trouve. Ouais. Ça aurait vraiment pu mal se passer. Surtout qu'année 1, pour de vrai, tout était tellement... On construisait l'avion en plein vol, mais tu sais, à un point, je veux dire, on voyait juste la prochaine étape. On était comme, chaque jour, chaque semaine, on était comme, OK, mais il faudrait faire ça. Puis là, on le faisait. Fait que, tu sais, la vision en long terme du projet était vraiment pas claire. Fait que ça a comme grossi jour par jour au fur et à mesure qu'on s'est rajouté des affaires, puis ça a pris une ampleur démesurée par rapport à l'idée de départ. Là. Puis, tu sais, en parlant de construire l'avion en plein vol, on venait de sortir de l'épisode de Sunwing aussi. Donc, ça a mis beaucoup de bâtons dans les roues en termes de commanditaires puis de perception, en fait. Là. Je pense qu'on est en train de changer la perception. Sans être modeste, en étant modeste, non, en tout cas, peu importe. Un des deux. On est en train de changer la perception au Québec de la façon que les gens voient l'influence puis les créations de contenu, mais au début, c'était vraiment pas ça. On s'entend, là. Ben, juste si je me ramène dans le passé, donc influenceur moi-même m'a toujours dérangé comme titre. Je pense que je me vois comme un créateur de contenu depuis excessivement longtemps, même quand j'étais plus jeune. J'ai toujours fait de la vidéo, puis j'aimais ça. Mais je me mettais pas nécessairement une étiquette. J'étais juste un gars qui faisait des vidéos. Quand vous avez, je ne sais pas si c'est vous qui avez inventé le terme, mais comme vous l'avez popularisé, je pense, au Québec, créateur de contenu, on dirait que moi-même, je me suis plus identifié dans ça. Je me suis jamais identifié comme un influenceur, même si je faisais des collaborations, des sponsors. On dirait que ça avait une connotation négative. Créateur de contenu, on dirait que c'est plus open, on dirait que c'est plus accessible aussi, puis on dirait que c'est moins... je vais dire fraîchier, c'est le mot que j'ai en tête, mais comme péter plus haut que le trou. Superficiel, Merci, je pense que c'est un très bon... Honnêtement, c'était un problème qu'on a eu année 1, là, comme Maud disait. On avait beaucoup de compagnies qui étaient comme, on va venir voir, c'est un risque réputationnel, c'est pas demain qu'on va investir dans les influenceurs. Puis même au niveau des créateurs de contenu, il y avait une barrière. Les premiers humoristes qu'on a approchés, ils étaient comme, ben moi, je suis pas créateur de contenu, je suis humoriste. Il a fallu comme... Il y a eu un gros work de perception à faire de notre côté à ce niveau-là. Mais je pense, par contre, qu'est-ce qui nous a aidé à travers tout ça, malgré tout, c'est que vu que ça avait tellement une mauvaise perception, le mot influenceur, puis que maintenant, on a vraiment un 180 littéralement, ben là, ça nous crédibilise encore beaucoup plus, puis que on peut prouver, puis on peut vraiment mettre, tu sais, on peut chercher là, les anciens articles de journaux, c'était tout le mot influenceur, puis quelque chose de négatif à côté. 2-3 ans plus tard, même après juste une année plus tard, maintenant, c'est des beaux titres. On reconnaît la création de contenu. Ça s'instruit aussi dans la culture québécoise. Fait que ça, on voit qu'il y a un grand chiffre. Puis ça, je pense que ça nous aide énormément maintenant. Si on parle de culture québécoise, justement, la perception des gens, peut-être, est-ce que vous avez vu une évolution au courant des dernières années? Ou est-ce que, tu l'as dit, première édition, le monde est encore un petit peu comme, il y a Sunwing, il y a ça, les gens sont
ils perçoivent négativement les influenceurs et autres. Est-ce que d'année en année, vous voyez une différence de ce côté-là? Puis là, je vais parler surtout du grand public, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, fait que c'est cool, fait qu'il y a un plus gros vibe autour de ce genre de gala-là ou d'événements-là. Mais monsieur, madame, tout le monde, qui, tu sais, on les voit, ceux qui rient de ça, puis comment c'est un gala pour compenser des influenceurs. Voyez-vous quand même un shift positif vers une ouverture chez le public? Il y a vraiment une grande amélioration au niveau de la perception à travers les années, mais je pense que c'est vraiment de l'éducation constante. Puis il y a quand même une grosse portion que c'est un clash générationnel aussi. Puis juste quand on prend le temps, mettons moi en one-on-one, d'expliquer à quelqu'un, par exemple de 50, 60 ans, quelle est la différence entre un humoriste, un créateur de contenu, l'humour en ligne, de montrer exactement comment qu'ils font, c'est le temps de montage, puis le métier, les gens comprennent. C'est juste qu'il faut prendre le temps d'expliquer à tout le monde, mais définitivement, il y a un switch. Puis cette semaine, justement, j'ai vu, je pense que c'est le Cégep de Trois-Rivières qui a lancé un programme en marketing d'influence. On s'était fait un peu approcher pour collaborer avec ce programme-là, justement. Et les commentaires, en fait, de la publication qui parlait du programme, tu le vois que les gens, c'est vraiment juste dans la perception puis dans l'explication parce que c'était des commentaires vraiment, c'est ça, ils vont montrer comment créer un OnlyFans. Clairement, c'est juste des gens qui ne comprennent pas. Puis c'est parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils en suivent probablement pas des bons créateurs de contenu. Puis une phrase que moi, je répète souvent, c'est que tu es responsable du type de contenu que tu consommes. Fait que si tu consommes du contenu qui est vraiment pas éthiquement parlant, qui est poche et tout ça, ben c'est parce que c'est ça que tu aimes regarder, parce que l'algorithme va te montrer qu'est-ce que tu veux voir. C'est parce que c'était une de mes questions qui n'était pas dans la cédule par rapport justement à l'annonce de cette nouvelle formation-là. Puis tu sais, ils l'ont mis, je pense, formation pour influenceurs. Je pense que c'est même ça. En tout cas, marketing d'influence, je pense. Bon, le titre était un clickbait un peu, mais si tu regardes plus en profondeur, finalement, il y a tout l'aspect légal d'être créateur de contenu. Il y a de la substance là-dedans. Parce que je sais que quand tu perçois les gens, encore une fois, de dire bon, Gérard qui travaille 50 heures par semaine en construction, puis que là, il voit le jeune qui gagne plus d'argent à faire de la création de contenu. On peut même te prendre par exemple, whatever, de voir qu'est-ce que toi tu fais au quotidien qui va te faire gagner plus que le mécanicien ou whatever. Je peux comprendre la perception négative nécessairement de tout ça. Puis en plus, comme tu l'as dit, les keywords employés ou les trucs du genre. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'une formation comme ça a sa place dans un domaine aussi gros qu'une formation spécialisée? Ou, tu sais, on a de plus en plus de gens qui vont faire eux-mêmes des formations pour éduquer. On dirait, je vais prendre ma personne, j'irais plus suivre un cours que toi, tu ferais on the side pour m'aider à être plus que nécessairement d'aller à l'université ou à autre qui... Mais c'est ma personne, encore une fois. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est une vraiment bonne question. Je pense que, mettons... premièrement, je pense qu'une institution comme le Cégep de Trois-Rivières qui donne une formation officiellement comme ça peut juste être bon pour tout le milieu. Je pense que qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est premièrement, c'est qui donne ces formations-là, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont bâti ça. Puis je pense que, de base, un cégep va avoir une structure qui a été, une structure académique qui est... il y a un processus pour faire évoluer l'élève ou l'étudiant pour atteindre ou avoir des compétences. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Je pense qu'il y a une complémentarité dans le sens que il y a quelqu'un, un entrepreneur qui veut se lancer dans les réseaux, peut autant aller, mettons, apprendre avec une formation comme celle-ci, puis à côté, tu sais, avoir de la consultation ou acheter une formation d'un créateur ou une créatrice qui fait ça depuis longtemps aussi. Je pense que les deux peuvent vraiment vivre sur un écosystème qui est ouvert. Puis je pense, tu sais, si on vient à la création de contenu, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas une recette secrète non plus. Si moi, par exemple, je veux devenir un créateur, je sais pas, mettons, je dis n'importe quoi, là, je veux devenir MrBeast, puis MrBeast offre une formation, ben c'est sûr que si je veux faire comme son contenu, ben c'est lui qui va être le meilleur à donner cette formation-là. Mais au contraire, si je veux en apprendre plus sur le marketing d'influence, quelque chose de plus général, puis de plus avoir de blind spot au niveau légal, au niveau technique, cinématique, studio, ben peut-être qu'une formation justement plus at large dans une institution comme le Cégep peut être vraiment bonne aussi. Mais ça a été aussi créé en collaboration avec Jay Grandmont, qui vient du milieu de l'influence. Il a travaillé chez Prodigy, il est agent, je veux dire, il connaît quand même ça dans le day-to-day. Là. Ben oui, 100%. Puis, juste pour revenir à ta question, je pense qu'en dehors du monsieur, madame, tout le monde, la perception de la création de contenu, elle passe beaucoup par les partenaires et les institutions officielles. Puis ça a été... Ça, c'est, je pense...
ça a été notre plus gros défi qui commence à débloquer parce que le ministère de la Culture est partenaire du gala cette année pour la première édition. Nice. Nous, on a eu plusieurs discussions avec le ministère de la Culture là-dessus. Ils savent très bien que c'est l'avenir de la culture québécoise, le web. Donc, il y a de moins en moins de gens qui font l'autruche là-dessus. Puis, il est temps, là, pour aller le rejoindre puis le closer, je pense qu'il faut l'envoyer. Il faut envoyer, dans le fond, la créa puis le gala dans la presse. Il faut l'envoyer à LCN, il faut l'envoyer à télé. C'est en bâtissant des ponts avec les médias traditionnels qu'on va aller rejoindre et élargir notre clientèle aussi qui répond à cette nouveauté. Anyway, on s'entend que la quantité de gens qui ne consomment pas du contenu sur une base quotidienne, fine s'il y a ceux qui écoutent encore juste LCN ou TVA ou whatever, mais je pense qu'en général, la personne qui n'est pas attirée vers faire de la création de contenu, mais qui est sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, en consomme déjà. Fait que c'est un peu hypocrite de juger en consommant. Mais je comprends quand même l'écart générationnel des fois les gens ne comprennent pas nécessairement. Mais c'est que je trouve que c'est vraiment facile là, de bâcher sur un influenceur. Comme je veux dire, je l'expérimente des fois aussi, puis je le remarque, mais mettons, les mêmes gens qui vont commenter genre « Haha, justement, ils vont enseigner à faire OnlyFans », c'est les mêmes gens qui vont voir Lisanne Nadeau dehors, puis comme « Oh my God, je peux avoir une photo », tu sais. C'est juste ironique, puis malheureusement, tu sais, dans le web, il y a aussi cette culture-là, c'est genre, tu sais, mettons, tu vas faire un commentaire pour avoir le plus de likes possible. Ouais. Même chose pour quand tu fais un commentaire en dessous de Facebook, tu veux être drôle, tu veux cliquer. Fait que c'est le genre de commentaire que tu peux voir, malheureusement, mais c'est la culture. Je vis au quotidien du hate, puis appelons-le la cyber-intimidation, whatever, comme la quantité de gens qui vont juste écrire des commentaires négatifs pour essayer soit de faire rire ou pour eux autres, puis c'est tout le temps, je veux dire, appeler ça des faux comptes, mais des gens cachés derrière. Fait que je veux dire, je pense que ça fait juste partie de l'accessibilité des choses. C'est plus comme quand tu croises quelqu'un dans la cour d'école, puis t'en as un dans toute l'école qui est l'intimidateur. Là, c'est du monde qui sont malheureux chez eux, qui reviennent du travail, qui sont pas très heureux, puis qui décident de passer leur journée en s'appelant petit chat, puis à écrire des commentaires. Fait que bref, on pourrait en parler longtemps de ça aussi. On avait discuté ensemble il y a quelques mois de regarder parce que je voulais faire un événement, je voulais faire quelque chose, puis quand j'ai vu la quantité de choses que ça impliquait, j'ai choqué. J'ai fait, je suis pas dû pour ça, peut-être un jour, mais pas pour l'instant. À quel point, si tu veux en parler un petit peu, c'est complexe de monter un événement comme ça, dans le sens où ça implique énormément de sponsors, de gens, je vais appeler ça des effets spéciaux, mais qui restent de la lumière, les affaires. À quel point c'est complexe de mettre de l'avant un aussi gros événement, parce que des gens comme moi qui vont juste là-bas, qui passent une belle soirée, j'ai peut-être une plus grosse compréhension que la majorité des gens de comme ça m'impressionne. Il y a des gens qui doivent juste aller là, qui viennent, puis qui repartent, puis qui n'ont pas compris l'ampleur d'un événement comme ça. Si tu veux en parler un peu. Il y a deux volets. Il y a le gala sur place, puis il y a le gala en web diffusion, et les deux sont extrêmement complexes pour 1 million de raisons. Le gala sur place, je te dirais, regarde, je vais juste vous donner un exemple. OK? Cette année, au gala, on a une fontaine magique TikTok en plein milieu de notre after-party. Fait que c'est une fontaine. OK? Pour avoir une fontaine sur place, il faut que je regarde comment j'amène de l'eau dans la fontaine, le poids de la fontaine. Est-ce que ça défonce le parking intérieur qui est en dessous de la fontaine? Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation légale? Il faut que je me fasse assurer. Tu comprends-tu? Faut pas que ça splash sur les trucs autour. Oui, exactement. Puis là, va-tu falloir fermer la fontaine pendant le spectacle pour pas qu'on entende de l'eau derrière? C'est comme... Chaque élément que tu rentres dans ton événement sur place est extrêmement complexe et doit être regardé sur tous les angles. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la webdiffusion qui se fait en direct. C'est gratuit. T'sais, chaque année, on a beaucoup de chialage sur XY. La première année, ça a planté parce que la salle nous a donné la mauvaise connexion à Internet. La deuxième année, mon équipe avait oublié que le tapis rouge était dehors. Après ça, on avait un AI sur TikTok. Tout le monde a signalé la vidéo. Ça nous a fait ban. Et comme il y a 1 million d'affaires qui peuvent arriver qui plantent ton web stream, qui sont dans ta responsabilité et d'autres non. C'est là que ça me fait rire, les gens qui sont comme, ben là, c'est pas compliqué de faire un live. Tu essaieras de filmer un stage en même temps de la réaction de 5 nommés assis dans la salle. Ça implique qu'il y a de la lumière sur chaque personne, que chaque personne est assise à sa place, qu'elle s'est pas levée pour aller aux toilettes quand c'est le temps de sa catégorie. Tu sais, comme, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, tu sais, après ça, les opinions des gens, on prend ça avec un grain de sel, parce que nous, on le sait, c'est quoi le travail, là. Ah, c'est fou, comme je te dis, de le voir de l'extérieur.
avec un esprit critique que je suis, je suis capable de comprendre à quel point ça a l'air intense. Puis d'avoir eu les discussions par rapport à l'événement, j'étais comme, esti, ça me tente pas. Ça a l'air trop. C'est trop too much. Puis je suis comme, on me posait des questions, puis j'ai pas les réponses à ces questions. J'ai aucune idée quoi te répondre. Fait que ça a l'air excessivement intense. Est-ce que tu sens que d'année en année, est-ce que vous sentez que vous êtes de plus en plus en contrôle puis qu'il y a moins de construction d'avions en plein vol? Oui, 100%, parce qu'on le sait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné les années précédentes. Okay. Donc, par exemple, là, automatiquement, c'est sûr que sur les plateformes, ça ne va pas, théoriquement, pas planter parce qu'on a parlé directement aux plateformes. Ça, donc, on le sait où aller chercher l'information pour que les problèmes n'arrivent pas. Mais après ça, chaque année, on fait quelque chose de plus gros. Donc, il y a toujours des risques qu'il n'y avait pas avant. Les 2 dernières années, comme c'était à l'ATU, bien, on connaissait la salle la deuxième année. Cette année, c'est une nouvelle salle, de nouvelles imprévues. On a récemment, il y a environ 1 mois et demi, bien, on a eu des rencontres avec le système d'incendie. Et là, tous nos décors doivent être inifugés. Notre thématique, c'est jardin enchanté. Donc, toutes les fleurs, plastique, bois interdit. Donc, comment qu'on change tous nos concepts pour avoir des concepts qui sont inifuges. C'est quand même assez complexe pour les commanditaires qui avaient déjà prévu des choses. Donc, c'est vraiment juste d'être... je pense qu'une des grandes forces qu'on a et qu'il faut avoir en événementiel, c'est d'être capable de trouver une solution pour chaque problème. Carrément ça. Oui, en fait, c'est que chaque année, on a aussi éventuellement de plus en plus de ressources. Donc, on arrive à mettre des gens compétents à des choses que nous, on était obligés de faire année 1 parce que personne ne le faisait. Fait que, quand personne ne le fait, c'est toi qui le fais. Ça, c'est une première chose. Puis, c'est de, justement, mettre tous les filets de sécurité pour s'assurer que ça se passe le mieux possible. Mais c'est pas évident du tout. Ouais. Si on aime ça. Oui, on recommence. Si vous le faites chaque année, je pense que vous aimez ça. Mais je pense encore une fois que vous faites un bel impact pour l'industrie. Puis les commentaires sont majoritairement positifs. Il va toujours avoir du négatif. Mais je pense que d'année en année, comme je l'ai dit, d'être encore sponsor une 3e année, j'ai vraiment hâte de voir en plus le changement d'environnement, etc. Mais je l'ai vu, moi, je l'ai vécu, l'amélioration d'année en année. J'ai très, très hâte de voir cette année aussi. Là. L'affaire aussi avec le gala, c'est que c'est tellement gros comme événement et tellement pas subtil qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Tu peux pas opérer un bar illégal, tu peux pas acheter ton alcool pas selon la régie, tu peux pas bypasser la CNESST ni le département incendie. Comme, ils s'assemblent tous à venir t'inspecter un par un, parce que tu le sais que t'es en fait, la Place Belle, avec notre directeur technique, nous a dit qu'on était le plus gros événement qui a jamais eu lieu dans cette glace-là. En matière de complexité et de logistique. Fait qu'à partir du moment où tu te classes high risk au niveau du delivery de ce que tu fais, c'est sûr que tout le monde est là pour essayer de trouver des mouches. Là, pis, Si on parle d'argent un petit peu, à voir si vous voulez aller là, un événement comme ça, encore une fois, je ramène à ce qu'on avait discuté ensemble par rapport à créer un événement. Il y a quand même de la belle argent à mettre de l'avant avant même de faire une seule scène. Il y a beaucoup de front qui va se passer. Je peux comprendre que la rentabilité peut se faire avec des sponsors et autres. Est-ce que c'est le genre d'événement qui peut être profitable ou est-ce que c'est le genre d'événement qu'on est un petit peu flush, peut-être même en perte, whatever? C'est le concept d'un événement comme ça, est-ce que c'est d'avoir une profitabilité ou c'est de tellement mettre ce que vous faites sur la table pour aller chercher des rebounds sur la bande d'autres choses? Bien, en fait, on est un organisme sans but lucratif. Donc, à la base, s'il y a une profitabilité, elle va être réinvestie pour qu'à la fin de l'année, on ait zéro dans notre compte de banque, là, en gros. Mais c'est sûr qu'on survit de commanditaires. Donc, ça reste que nous, on calcule notre budget du gala selon, théoriquement, combien ça coûterait si on payait les gens normalement et les fournisseurs sans négocier et la réalité de combien ça nous coûte. On est presque à la moitié du budget que théoriquement produire un événement comme ça coûterait. Parce que, on est tous bénévoles. La plupart, beaucoup de gens dans l'organisation sont bénévoles. Éventuellement, l'objectif, ça serait d'être capable de payer les gens pour le travail qu'ils font. Il y en a beaucoup qui le font par passion, puis c'est bien correct, mais dans le temps, si on veut avoir une belle croissance là, en tant qu'organisme, c'est sûr que les gens, si on veut garder des gens qualifiés puis qui restent, ils vont devoir être rémunérés. Donc, oui et non, la profitabilité. Je pense que le but, c'est vraiment juste que tout le monde soit bien dans ce projet-là puis qu'on réussisse la mission, parce qu'en tant qu'OBNL, c'est vraiment la mission qui est importante, puis que les membres soient heureux aussi. Je veux pas être plate, là, mais je veux pas péter la bulle à personne, mais je vais le faire pareil. C'est bonne là-dedans. C'est très rare les gens qui font de l'argent avec l'événementiel, parce que faire de l'événementiel, ça coûte très cher. Donc, si ton but premier, c'est d'être profitable et faire plein d'argent avec ton événement, fais d'autres choses.
Si ton but premier, c'est de faire un brand statement, d'aller chercher énormément de visibilité, de marquer l'histoire, de lancer un nouveau produit, tout ça, c'est des très bonnes raisons de faire un événement, mais c'est pas avec ça que tu vas faire beaucoup d'argent. C'est ben trop cher, juste louer une salle, faire du montage, de l'audiovisuel, avoir un staff. On a combien... juste, si on... Le staff plus les bénévoles la soirée même, c'est 200 à 250 personnes on-site qui travaillent. C'est fou. Fait juste calculer ça, là, et c'est immense les dépenses en main-d'œuvre que ça coûte. Puis ça nécessite 2 jours de montage au préalable plus 1 jour de démontage. Tu fais pas d'argent avec l'événementiel dans la vie. Là. C'est pas comme ça que tu fais de l'argent. C'est sûr que non. Puis ça, c'est aussi de remplir la salle, faire en sorte que le monde il soit partant avec ton événement, puis que le monde participe. Fait que, oui, en fait, c'est parce que si tu vends pas tes billets, ça, c'est un gros risque qui est dans ta cour. Si tu n'as pas assez de sponsors pour payer tes factures, c'est un gros risque qui est dans ta cour. C'est extrêmement risqué faire de l'événementiel, point. Puis je pense que, vous l'avez mentionné, mais on est extrêmement chanceux d'avoir du monde qui sont passionnés, qui nous aident à travers ça bénévolement. Puis ça, je pense que ça témoigne de justement tout l'engouement envers cette industrie-là. Puis ce chiffre qu'on a justement depuis les dernières années, fait on le voit, on le ressent, puis ça au moins, c'est à notre avantage. Moi, je le sais qu'il y a des producteurs artistiques puis de télé qui regardent notre événement puis qui se disent comment ils font. La réponse est simple, on paye personne. C'est ça le truc. Voilà! Mais je pense qu'on montre l'exemple en étant nous-mêmes pas payés aussi. Là. Il n'y a pas d'échelle salariale ou peu importe, c'est juste tout le monde le fait. Je pense que quand les autres ils le font, les autres suivent aussi. Là, ça prend des chefs d'orchestre. Comme tu l'as dit, ça prend de la passion dans tout ça quand même pour le faire, parce que je pense pas que vous le feriez si c'était juste pour le plaisir, dans le sens où vous êtes passionné, vous aimez ça, vous aimez l'impact que vous faites en plus. Puis je pense, comme tu l'as dit, vous avez une mission en tête, fait que ça, c'est vraiment super. On a la chance, comme je l'ai dit, le podcast d'être nominé cette année. Mon bon ami, le Fit Cook, qui anime cette année, était nominé les années passées. Comment fonctionne le processus d'évaluation? Parce que j'ai eu des échos de gens déçus de ne pas avoir été nommés cette année. J'en ai entendu des chialés, j'en ai entendu super heureux qui ne pensaient pas être nominés. Des personnes comme toi qui est dans l'organisation, qui, de ce que je comprends, ne va pas être nominé parce que tu es à l'intérieur aussi. Comment ça fonctionne pour nommer des gens si on le sait qu'en majorité, ceux qui ont tout le temps les views, c'est peut-être des gens qui sortent de OD, c'est peut-être des gens... Tu sais, il y a des gens qui, de base, on le sait, vont avoir une visibilité. Vous, pour que quelqu'un gagne ou soit au minimum nominé, d'où viennent justement les critères d'admissibilité? Je peux commencer. Dans le fond, juste pour dire que nous, les 4 producteurs, on n'a aucun mot à dire par rapport à ça. C'est on se dissocie totalement de tout ça. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe en fait. Dans le fond, on a créé une académie. Jean-Michel, en particulier, avec son comité, a créé une académie. Et c'est cette académie-là qui va justement nommer plutôt, de faire toutes les nominations. L'académie, c'est quoi? Dans le fond, c'est plein de jurys pour chaque catégorie qui vont, avec des critères déjà établis, pouvoir noter toutes les candidatures qu'on a reçues, puis après ça, faire un top 5, on pourrait dire, pour les nominations. Puis ensuite de ça, il y a le vote public qui va venir, on pourrait dire, rajouter à une note, avoir un poids quand même. Mais à la base, il y a toute une académie qui va, faire le jugement de tout ça. Je laisserai continuer par rapport à ça. Puis on prône beaucoup la transparence. Donc, tous les règlements reliés à l'Académie sont disponibles sur notre site web. Donc, les gens peuvent aller consulter toute la charte des règlements. C'est important que les gens s'inscrivent. C'est sûr que s'ils ne sont pas inscrits à la base, on élimine toutes les chances d'être nommés. Donc, comme tous les autres galas, j'aimerais c'est ça. préciser, tous les autres galas, il faut que tu t'inscrives ou ton agent t'inscrit. C'est ce que j'ai su ça quand je pense c'est l'année passée. Je sais pas si c'est avec toi qu'on en avait discuté. Comme quoi, je pense que même les Oscars, Oui. il faut que tu mettes ta candidature pour tel. Fait que des fois, un film qui va avoir 8 nominations, c'est parce qu'ils ont fait une demande pour être potentiellement dans les nominés de ces catégories-là. Tu peux pas nominer quelqu'un sans qu'il ait accepté légalement d'être nominé. Sinon, tu utilises sa face et son nom contre son consentement. C'est comme la base légale. Make sense. Exact. Puis, tout le processus est supervisé par KPMG également. Donc, ça ajoute vraiment un côté aussi sérieux à la chose là, en soi. Fait que c'est que vraiment de tout suivre le processus au complet de A à Z là, jusqu'à la livraison des noms des nommés, dans le fond, des gagnants. Oui, dans le fond, si je peux rajouter un petit peu de précision à ce qu'Anto disait, c'est plus que 100 jurys cette année qui ont participé aux déterminations des nommés. Quand ils notent leurs notes par
par critère d'évaluation. Ils ne savent pas non plus c'est qui leur top 5. OK. Ouais. OK? Ils évaluent des notes par critère. C'est la note additionnée de tous les critères qui donne leur top 5. Fait qu'à moins qu'ils s'amusent à faire ça à mitaine sur 80 candidatures, il ne sait pas qui est son top 5. Il ne connaît pas non plus les autres jurys dans sa catégorie. Donc, c'est la vote de tous les jurys combinés qui donne le top 5 de la catégorie. Donc, c'est extrêmement standardisé. Le plus possible pour que ça soit le moins possible un vote par préférence. Fait que c'est pas mets ton top 5 préféré, là. Ça ressemble pas du tout à ça en matière de votation. Ce qui donne des nommés qui sont vraiment performants au niveau des critères d'évaluation de la grille et non pas t'as 500 000 followers, donc t'es top 5. C'est ça qui détermine les critères. Puis c'est une grille qui va être révisée chaque année. Je veux dire, il n'y a rien de parfait dans la vie, là. Fait que, tu sais, ça va évoluer avec le temps et tout ça, mais on essaye le plus d'être dans la standardisation pour donner la chance à tous de make it dans les nominations. Puis ensuite, c'est la note des jurys combinée à celle du vote du public qui détermine le gagnant. Dépendamment de la différence entre le numéro 1 et le numéro 2, le vote du public va avoir une incidence ou non. OK. Ouais. Ça ne sera pas un concours de popularité, dans le fond. OK. Puis pour enchérir dans ce que tu dis, les critères qu'on a établis, en fait, que l'Académie a établis, ce sont des critères qui visent justement, ben, comme tu dis, à refléter la meilleure création de contenu possible. Fait que ça, c'est évidemment... Ben, est-ce que ton contenu est bien produit? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il génère des interactions? Évidemment que la notoriété, puis les vues, les clics, tout ça, ça a un impact, mais c'est vraiment pas ça qu'on veut attribuer tout le mérite à. Évidemment, il y a aussi l'impact social, le rayonnement social. Est-ce que tu fais des vidéos justement pour des affaires plus positives ou des affaires négatives? Bien, ça aussi, ça aura un impact. Donc, c'est tout plein de critères qui est disponible sur notre site web qui vont justement mettre de l'avant des bons créateurs et créatrices de contenu. Et dernière chose, on évalue qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année. Sinon, ça serait tout le temps les mêmes nommés. Ouais. Okay. Le but, c'est aussi que les gens, en fonction de leur podcast, leur contenu ou peu importe, sachent se renouveler d'année en année. Si t'es nominé chaque année dans la même catégorie, c'est parce que tu as fait un extra mile dans l'année passée pour te retrouver là encore. Exact. Makes sense. Si on fait une petite pause, Christine, si tu peux m'apporter peut-être des petits cadeaux qu'on a pour vous ici, qu'on fait à Mon chacun Dieu, des on est épisodes. gâtés. Vous êtes gâtés. Vous avez la chance d'être gâtés. En plus, vous êtes 3, fait qu'on a 3 cadeaux. Nice. Christine, Let's ça go. a assez de bras. Oh, wow! Let's go. OK, c'est un Seigneur, gros c'est un cadeau, Gros là. cadeau. pas un là. petit- Tabarouette. Hey, merci beaucoup. Ah, Vous avez chacun un sac de sport directement avec le logo de la créa Hey! dessus. Ah, c'est donc Wow. bien C'est cool. votre petit Hey, sac merci. personnalisé. Puis à l'intérieur, il y a d'autres choses aussi si vous voulez prendre une petite minute pour l'ouvrir. Il y a c'est d'autres malade. gear à l'intérieur. I'm so excited! Hein? C'est Noël, puis j'étais pas au courant. C'est vraiment une belle pensée avec le logo dessus. Ouais, là. c'est C'est vraiment vraiment fun. cool. Je pense qu'on vous l'avait demandé. À chacun des invités, on demande le logo pour pouvoir Oui. faire ça. Cette fois-ci, on n'a pas eu besoin. On est tellement On organisés. est trop populaire. Hein? Il est partout. C'est nos amis de 40 Uniform, un des sponsors du podcast, qui font de Cool. gear pour nos amis, C'est les invités à chaque fois. Fait que vous avez un petit tote bag avec le logo 40, puis l'autre base, c'est le logo de Influence Création. Puis pour être franc, j'ai aucune idée ce qu'il y a à l'intérieur. Ça change à Même chaque toi, c'est fois. une surprise. Dans le Hein? fond. Pour moi aussi, c'est une surprise pour vous autres. That's it, 40, Fait let's que go. 40, comme je disais, de l'autre côté, de le petit logo. Fait que Arrête, si vous on a nous- une veste gala ici. Hein? Hey, c'est drôle, je te jure, il y a une semaine, j'ai écrit dans le groupe chat, hey, ce Ouais. serait nice d'avoir D'avoir un de la hoodie merch. brodé. La merch. Ouais, Vous l'avez, exactement. guys. Vous l'avez. Il y en a un qui va être jaloux, là. Ça, c'est Jean-Michel. malade. Fait que si vous écoutez à la maison en ce moment, si vous êtes en Merci. vidéo sur YouTube ou même sur Spotify, vous pouvez voir un petit peu. Sinon, c'est en audio pour aller voir directement sur nos réseaux là, pour voir l'ensemble. On remercie beaucoup Forty de faire des cadeaux comme ça à chaque semaine. Si vous allez voir ça, forty.ca, le code SAM10 donne un 10% de rabais. Allez voir ça. On adore ça. Merci beaucoup de sponsoriser l'épisode. Puis merci de faire des beaux cadeaux pour nos invités également. C'est C'est cool. malade. C'est vraiment cool. That's it, J'avais yes. un peu froid en plus aujourd'hui, ce matin. Hein? J'ai pas apporté mon manteau. Fait que, Tu vas avoir tout ce qu'il faut. Hey, merci. merci beaucoup. J'ai envie qu'on joue à un petit jeu avant qu'on continue peut-être à faire d'autres questions plus sérieuses. Je vais vous faire un petit jeu d'accord ou pas d'accord qui va être des questions évidemment entourant le milieu de la création de contenu. Je vais avoir chacun votre réponse. Si on en voit la pertinence, comment tu dis ça, là, on développera un peu. Fait que
D'accord ou pas d'accord, publier du contenu tous les jours, c'est essentiel pour réussir dans la création de contenu, si tu veux commencer. Ça va peut-être pas controversé, mais je dirais pas d'accord. OK. Parce que moi, je dis toujours, si tu postes à tous les jours, puis que c'est pas un rythme que tu peux garder, ça sert à rien parce qu'après, genre 1 ou 2 mois, tu vas te brûler. Tu vas arrêter. Moi, je pense que je rectifierais, je dirais avoir une constance de publication. Que ce soit 1 fois par jour si tu es capable, mais sinon 2-3 fois par semaine, c'est bien en masse. T'sais. Est-ce que tu es, avant qu'on continue, je me suis développé, est-ce que tu es pour recycler du contenu? Ben oui, 100%. OK. C'est 100%. Je suis fort de ce temps-là. Des fois, là, des petites semaines que tu manques un petit peu d'idées ou d'affaires, là, une petite vidéo qui n'a pas eu dans le passé, pourquoi pas la remettre de l'avant? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais parler dans le cadre du gala spécifiquement. Tu sais, on est très quiet pendant comme 9 mois par année. Puis les 3 derniers mois, on est extrêmement actifs, quitte à avoir 2-3 posts par jour parce qu'il y a un happening qui se fait autour de ça. Fait que dans ce cas-là, oui. Ouais. Mais, tu sais, tout est calculé. T'sais. On a des stratégies de communication, de vente de billets, puis à travers ça, tout simplement. Maud? Ben, je suis vraiment d'accord avec Anto. Je pense que idéalement pour l'algorithme, c'est sûr que si tu publies 1 fois par jour, si on parle algorithme et pas de ton teint, de ta santé mentale, Of course. définitivement, l'algorithme va préférer si c'est du bon contenu. Mais après ça, c'est de voir qu'est-ce que tu es capable de soutenir comme rythme aussi. Là. Ouais. Puis la constance va toujours être de mise. Puis un affaire qui est sous-estimé, parce que moi, je suis vraiment cette personne sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui nécessairement qui va faire du contenu tous les jours, mais je participe énormément au contenu des autres. Mhm. Et ça me ramène à mon contenu à moi Ouais, makes quand sense. je poste. D'accord ou pas d'accord, un créateur devrait toujours rester dans sa niche pour percer. Pas d'accord. Pas d'accord? Moi non D'accord. plus, Pas d'accord? Oh. T'es d'accord? Je sais que c'est très... Ben, c'est pas controversé, en fait, mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours été partout. Le podcast, on est un petit peu plus niché, mais en général, ma création de contenu est très famille, sport, business. Et je me rends compte dans mes collaborations, c'est plus difficile des fois. Parce que, mettons, vu que je suis pas niché fitness, ben j'aurai pas nécessairement plein de compagnies fitness qui ont autour de moi. Fait que je suis un peu plus large, autant que c'est positif que négatif. Toi, pourquoi tu penses que c'est... Il y a des nuances, mais tu as bien dit dans ta question pour commencer. Ouais. Puis je pense que faut que les gens te connaissent pour quelque chose quand tu commences. Puis si, à chaque fois qu'ils tombent sur ton contenu, ils ont comme l'impression que c'est, OK, là, la personne a fait du contenu de cuisine, après ça, c'est en friperie, c'est, tu vas pas attirer, mettons, une certaine niche. Fait que ça va être beaucoup plus long avant que tu atteignes un certain niveau. Je pense que quand tu atteins un certain niveau, comme par exemple Anto, tu peux possiblement te le permettre de diversifier un petit peu plus ton type de contenu. Mais ta nuance, c'est vraiment que pour débuter une niche, Ouais. moi, ma réponse, c'est d'accord. Parce que oui, quand on voit le monde sur Twitch qui font des just talking, des affaires que tu te rends compte que les gens sont réellement suivis pour la personne qu'ils sont et non pas nécessairement pour leur contenu. Ou est-ce que, par exemple, Jay, le fit cook, demain ne fait plus des vidéos de cuisine? Il y a une personnalité particulière. Est-ce qu'il est capable de monétiser ou même de rendre intéressant sa vie, ses dires, sans la cuisine? Je pense que oui. Mais encore là, comme tu l'as dit des fois... J'avais pas catché la nuance. Je dirais aussi, pour débuter, c'est sûr, faut que tu focuses sur une niche. Ouais, 100%. Super. Si je vous dis d'accord ou pas d'accord, les vues sont maintenant plus importantes que les followers. Dans le sens, je pense que dans un sens, oui, parce que c'est là que tu vas comme avoir ta visibilité. Je pense que les followers est beaucoup là pour. Maintenant, c'est comme un saut de crédibilité, genre. OK. Un saut de comme il a fait sa marque, il a une couple de followers, on va y faire confiance un peu. Mais en effet, il y a surtout avec, mettons, TikTok, surtout, Ouais. il y a moins une corrélation entre j'ai beaucoup de followers, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de vues nécessairement. Il y a plus vraiment ça. J'en vois des fois qui ont le quart de mes abonnés puis qui vont avoir 50 000 vues à chacune de leurs vidéos. Tu vois qu'ils ont sûrement un taux d'engagement ou de malade mental, mais que c'est vraiment... Je sais pas, on dirait que je le vois moins corrélatif ou est-ce qu'à cette heure aussi, tu peux, jour 1, potentiellement faire une vidéo virale. Ouais. Ah, Tu ben oui, peux- c'est sûr. À cause de comment l'algorithme fonctionne, tu as la chance d'avoir des gens qui peuvent te voir. Il y a des vidéos que je vois à tous les jours, le même créateur, puis je ne les suis pas. Ouais. Parce que j'ai tellement regardé leurs vidéos qu'après ça, l'algorithme me le montre. Puis vu qu'à chaque fois que j'en vois une, c'est donc drôle, je la réécoute, mais je les follow pas. Mais Matt mettons, Rife, pourquoi des gens comme ça, je les suis pas sur les réseaux. Mais pourquoi tu les suis pas? On dirait que c'est pas instinctif. Mais tu C'est regardes, ça la mettons, question. tu regardes mon taux d'abonnés ou d'abonnement, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les gens. Je suis Ouais. quelqu'un qui utilise des réseaux pour mes business, pour ma création. Oui, je suis un consommateur, mais je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que involontairement, je ne le fais pas. Probablement parce qu'à cette heure, j'ai plus besoin de le faire pour avoir accès au contenu que j'ai envie d'écouter. Avant Instagram, c'était ça. Tu dois follow pour revoir les choses sans aller chercher.
TikTok, ben, tu peux scroll puis tu vas revoir des gens que tu apprécies sans même, juste pour le temps que tu as passé sur leurs vidéos. Est-ce que tu likes? Des fois, mais pas souvent. Ah. Pas souvent. Parce Commenter que je non pense plus. que au-delà des followers puis des vues, moi, je dirais avec l'engagement. Autant quand une entreprise veut faire des campagnes d'influence, ben, même si tu n'as pas tant de followers, mais que tu as une communauté qui est engagée, Ouais. ben, c'est là que ça a vraiment sa pertinence. Fait que au-delà, puis même le nombre de vues, oui, tu peux faire quelque chose de viral, mais si ton objectif sur les réseaux sociaux, c'est de créer de la valeur, ben, ça va se passer souvent dans les commentaires ou dans les gens qui ont vraiment pris le temps de l'écouter puis d'aimer la vidéo ou de commenter, là, si c'est quelque chose de valeur puis des bons commentaires Je constructifs. suis d'accord. Mais moi, j'irais vraiment plus avec la priorité de l'engagement, puis c'est ce que les entreprises regardent aussi quand ils font des commandites. Je suis d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis Non, assez vas-y, d'accord avec toi. Tu répondras en premier à la prochaine. Ah, Ouais, c'est c'est ça. Si on termine avec d'accord ou pas d'accord, il y a beaucoup trop de podcasts aujourd'hui. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y en a trop? Je sais pas s'il y en a trop, parce que je pense qu'il y a une clientèle pour tout. Puis les podcasts, c'est un peu comme un canal de diffusion, j'ai l'impression. Fait que tu sais, tu peux aller vraiment dans plusieurs sujets. Mais par rapport au gala, c'est probablement une des catégories où les gens sont le plus fâchés de ne pas être nommés. OK. Et c'est une des plus difficiles, dans le fond, parce qu'on a énormément d'applications, parce qu'il y a énormément de podcasts. Fait que, il y en a en titi, là. Won't lie, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y en a trop? Je suis pas prête à dire ça. En fait, moi, je pense qu'il y en a beaucoup dans le même type de podcast. Je pense qu'il manque peut-être justement des niches. Je pense qu'il y a... moi, mettons, j'écoute des podcasts sur tout ce qui est design, mode, friperie. J'en trouve pas vraiment ici. Si quelqu'un en a, vous m'écrirez. Mais, tu sais, Puis je pense que c'est une des raisons qui a fait que je vais nommer sexe oral en exemple, mais c'est ce qui a fait que ça a été un sujet qui n'a jamais vraiment été abordé ou qui était un peu plus tabou au départ à parler en podcast. C'est ce qui fait aussi qu'il y a eu un succès. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de podcasts du même type, mais qu'il reste encore beaucoup de place pour d'autres industries qu'on n'aurait peut-être jamais pensé que ça pourrait être en podcast. C'est sûr que l'aspect audio de la chose complexifie. De faire une émission de cuisine en podcast, c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais quand même, je pense qu'il y a encore de la place. Moi aussi, je pense qu'il y a un retour, parce que le champ est libre pour les podcasts, mais de niches différentes. Je pense que, mettons, en pandémie surtout, tout le monde se partit à un podcast, puis vu que le monde avait tellement un grand engouement envers les podcasts, il y avait différents podcasts qui ont vraiment qui ont explosé, dans le fond, là, puis qui ont... Mais, fait que là, j'ai l'impression qu'on a comme cette mentalité-là que si je me pars un podcast, c'est sûr que ça va marcher, parce qu'il y a peut-être 2-3 ans, comme beaucoup de podcasts fonctionnaient facilement, même si c'était pas nécessairement genre tellement élaboré. Fait que je pense que maintenant, ça revient comme n'importe quel créateur de contenu qui commence. Tu as de la place, il faut juste que ton concept soit bon et ou qu'il soit désiré, dans le fond. Ouais, parce que je sais pas c'est quoi la statistique, je me rappelle pas exactement, là, mais que c'était comme 3 podcasts sur 4 va fermer avant d'avoir atteint 10 épisodes, de quoi de genre. Là. Puis tu sais, je peux comprendre c'est quoi en même temps de mettre autant de temps. T'sais, c'est pas comme faire une vidéo avec ton sel puis c'est fini. Puis tu sais, comme, je suis 1h30 à 3 heures à chaque semaine dans l'enregistrement. Puis après, tu sais, il y a le post-edit, les commanditaires, les communications. Il y a beaucoup de choses. Une chance que j'ai Christine qui est avec moi derrière pour m'aider. Oui, 100%. Fait que c'est beaucoup de choses quand même que je peux comprendre. C'est des gens qui sont déçus. Puis je peux comprendre aussi que on n'est pas Joe Rogan aux États-Unis. Là. Encore une fois, au Québec, on est limité autant sur le langage que sur l'audience totale. Fait que de se décourager des fois après 10 épisodes de ne pas avoir les vues qu'on veut nécessairement. Ça dépend c'est quoi ta stratégie. T'sais, moi, à la base, j'ai vraiment fait ça pour du networking. Connecter avec des gens pour autant mes business que pour en apprendre plus. Que je trouvais ça le fun. Plus ça se développe, on le voit que c'est une business en soi aussi. Je pense qu'il y a des gens, des fois, qui le font peut-être pour les mauvaises raisons, ou qui vont un petit peu en pensant, comme tu l'as dit, que ça va exploser du jour au lendemain. Puis quand c'est pas le cas, ben c'est triste un peu, c'est plate. Ouais. Mais en même temps, on voit beaucoup de podcasts qui sont comme un des seuls phénomènes de création de contenu qui arrivent à make it out of the web, à remplir des salles de spectacle. Ouais, c'est fou. Autant en ce moment, on travaille beaucoup avec les artistes, éventuellement, à les amener sur le web pour leur dire qu'il est temps aussi de s'intéresser à d'autres types de canaux de diffusion. Autant le web a tout avantage à s'intéresser au présentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de win-win à aller chercher là-dessus. Puis les podcasts qui fonctionnent bien, ils arrivent à faire ça. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu regardes des sexes orales ou des 5 à 7 podcasts qui remplissent des salles de spectacle, tu te dis, ben là, moi aussi, je vais faire ça. Ouais.
C'est la fin de mon petit jeu pour aujourd'hui. C'est très fun. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un des sponsors du podcast Sportdinaire, qui est nos chers amis de chez Shop Santé. Shop Santé qui est les plus belles boutiques de suppléments qu'on a au Québec. Maintenant, avec, je pense, 42 différentes boutiques à travers le Québec. Et aujourd'hui, on parle d'un produit qui est en vente là-bas parce que j'aime vous présenter des produits qu'on peut retrouver chez Shop Santé. On parle de Upica Endurance ici. Belle compagnie de produits pour l'endurance, pour votre course, vélo ou autre complexe de glucides avec hydratation et électrolytes. J'ai commencé à courir dernièrement, OK? Je ne ferai pas des marathons demain, là, mais j'ai commencé à utiliser Upica et honnêtement, très, très belle formule, très beau complexe. Vous allez voir ça, shopsanté.ca si je ne dis pas n'importe quoi, ou sinon dans une des 42 différentes boutiques. Merci énormément à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui et sur ce, de retour à l'épisode. Si je pose la question, c'est quand même quelque chose qu'on parle un petit peu moins, c'est un peu plus dans l'ombre, mais on le voit de plus en plus. La créa, qui je ne sais pas exactement c'est le diminutif de quoi. C'est quoi l'objectif de la créa? C'est quoi votre plan de match avec ça? C'est quoi la suite des choses par rapport à ça? Madame la présidente. La CREA, c'est pour l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Là. C'est juste un nom qu'on a regroupé. En fait, la CREA, c'est vraiment l'organisme qui soutient le gala. Donc, le gala, c'est notre événement majeur de reconnaissance. C'est lui qui est le plus diffusé, le plus vu. Mais au-delà de ça, notre objectif, c'est vraiment d'être capable de soutenir la création de contenu. Donc, c'est à travers des outils pour nos membres. Donc, les créateurs et créatrices de contenu peuvent se joindre à la CREA comme membres. C'est gratuit pour le moment. Puis bénéficier d'outils de formation. On a des formations avec Revenu Québec. On a des formations avec Anto, justement, tu parlais de formation. Donc, tout ça, ces ressources-là sont gratuites. On a sont gratuites. On a des rabais avec certains partenaires, dont avec Mindblow, que les gens peuvent bénéficier également. On a des événements aussi qui vont devenir de plus en plus privés, seulement pour les membres de la CREA, qui vont être intéressants, qui vont être annoncés dans les prochains mois, que ce soit formation ou des choses plus réseautage. Donc, vraiment, le but, autant que c'est de connecter les gens ensemble, de former, éduquer, mais aussi faire de la représentativité. On a répondu à un mémoire pour une nouvelle loi là, qui voulait passer. Je ne rentrerai pas dans tous les détails techniques, mais on a répondu à un mémoire pour s'assurer que la création de contenu continue à avoir une résonance positive aussi à travers toutes les institutions, peu importe. Fait qu'on a beaucoup de missions, beaucoup de champs à aller vers, là, de directions qu'on veut prendre. Puis je pense que ça va continuer à grandir beaucoup dans les prochaines années. Là. C'est un très bon résumé. Je rajouterais aussi qu'un des problèmes majeurs des plateformes, c'est rejoindre les créateurs de contenu au Québec francophone, surtout pour les plateformes anglophones comme YouTube ou TikTok. Donc, pour eux, on était comme un lifesaver. Là. Genre, il y a du monde organisé au Québec qui sont en train de créer une communauté autour de la création de contenu francophone. On a une porte d'entrée pour aller communiquer directement avec les créateurs de contenu d'ici. Ça, c'est cool. Donc, favoriser les liens avec les plateformes, favoriser les liens avec les entreprises, ça fait toute partie là, de nos missions. Le gouvernement, les institutions. Exact. Ouais. Ça va aider, c'est sûr. Parce que juste nous autres, on en a parlé quand on fait des recherches pour des créateurs de contenu ou des choses, c'est excessivement difficile de savoir, ou même des fois, tu as des filtres, des choses, puis tu es rendu en France, c'est pas nécessairement facile de trouver une niche qui est francophone. Fait que je pense que ça va être très efficace, autant comme tu le dis, pour les entreprises que pour le créateur en soi. Tu sais, ça fait 1 an qu'on existe, puis on est presque 600 membres déjà. Ouais. On voit qu'il y avait un besoin de faire ça. Puis là, il faut juste faire tu sais, on n'est pas une barrière à l'entrée. Hein. On cherche pas à... une agence. Non, exact. Ouais. On n'essaie pas d'empêcher personne de devenir créateur de contenu. Au contraire, on veut faciliter le lien vers la profession et tout ça. Fait que... Tu sais, un exemple bien concret, puis que Maud a mentionné, la formation avec Revenu Québec. Juste en tant que créateur de contenu, quand tu deviens travailleur autonome, finalement, ben, tu ne sais pas comment faire tes taxes, faire tes déclarations d'impôts, quelles dépenses que je peux mettre. Puis ça, c'est un grand problème que tous les créateurs et créatrices qui commencent vont avoir. Donc, justement, la CREA, ben, on est là pour donner ce genre d'outils-là, entre autres, pour les aider. Puis, tu sais, tantôt, tu mentionnais que comme on parlait pas beaucoup de la CREA, j'ai l'impression que la CREA, c'est comme, mettons, c'est sûr que comparativement au Gala Influence Création, qui est comme le gala, l'événement de l'année où que tout le monde en parle, autant sur le web que dans les médias traditionnels, ben la CREA, je pense que la plupart du travail est fait en arrière-plan, puis que le monde ne réalise pas à quel point c'est important. Tu sais, je veux dire, tu sais, là, oui, le ministre de la Culture vient au Gala Influence Création, c'est une chose, mais tu sais, ça, c'est à travers les conversations qu'on a eues dans le cadre de la CREA, plein de conversations aussi, évidemment, avec le gala, toute la portée que ça a eu, mais
tout ce genre de représentation-là en arrière-scène, ben, même les gens qui sont beaucoup impliqués dans l'industrie ne le voient même pas. Mais je pense que c'est genre tellement important comme travail, puis que dans 5 ans, c'est là qu'on va réaliser « Oh my God, OK, ben, la création de contenu a vraiment évolué. » Et je pense qu'en grande partie, la créa aura beaucoup fait pour ça. Fait que je vais faire un petit call to action. Si vous voulez aider la création de contenu et que vous êtes créateur de contenu, devenez membre de la créa à créa.ca. J'adore ça. Bon petit plug. On fait quasiment à mon jeu, d'accord ou pas d'accord, mais est-ce que vous êtes pour la création de contenu sous 18 ans? Puis je vais le mentionner un peu où est-ce que... Tu sais, on dirait que de par mon vécu, de par mes choses, tu sais, j'ai déjà parlé dans une école ou quelque chose, j'aime ça, aider la future génération, puis je trouve ça cool. En même temps, on le voit avec les pénuries d'emploi, on le voit que la société vieillissante, les personnes qui ont de la misère à vendre leur business parce qu'ils n'ont pas de relève, ou vous qui êtes les 2 pieds dedans en tout temps. Moi, la création de contenu, je le vois de mon côté comme si c'était un part-time. Tu sais, moi, je suis un businessman, mais j'aime la création de contenu parce que c'est mon véhicule pour jaser. J'adore ça. Est-ce que vous le voyez comme si les jeunes devraient être mis au courant plus jeunes de ces opportunités-là? Tu sais, on parle tantôt des formations, l'école, par les choses, puis c'est une question complètement improvisée, by the way. Je me demande juste c'est quoi votre prise de position là-dessus, peut-être? Quelle question touchée! Pas pire, hein? Ouais. Je pense que c'est un peu comme être pour ou contre l'AI, autant que tu vas être pour quand tu vas l'utiliser pour t'aider, qu'il y a des côtés éthiques à ça que tu dois réfléchir, il y a beaucoup de facteurs que tu dois prendre en compte. Je pense que c'est comme on n'a pas le contrôle non plus sur comment le contenu va être diffusé sur les plateformes, ça peut inquiéter un parent aussi, fait qu'il y a énormément de facteurs à analyser. TikTok nous avait parlé justement de dis-moi si je me trompe, mais quand que tu mettais automatiquement sur TikTok que tu avais 16 ans, bien, automatiquement, ça filtrait automatiquement je dis beaucoup automatiquement, mais bref, vous avez compris, du contenu. Donc, ça peut être, s'il y a des programmes comme ça pour certaines plateformes, ça peut venir sécuriser un parent. Après ça, est-ce qu'on devrait aller dans les écoles puis les encourager à ne pas aller au cégep puis faire de la création de contenu? Je pense que la création de contenu, il y a 2 façons de le voir. Ça peut être un métier 100%, mais ça peut aussi être une façon, comme toi, de t'emmener, tu sais, comment je pourrais dire, mais un moteur là, qui t'emmène vers quelque chose. Fait que peut-être d'expliquer la situation en général, puis d'expliquer, oui, qu'il y a des opportunités, mais après ça, je ne sais pas à quel point. J'ai pas de réponse parfaite là, actuellement. Non, je me disais plus, tu sais, comme dans le temps, c'est un petit peu moins ça aujourd'hui, mais tu avais le fameux petit gars qui gamait puis qui voulait devenir YouTuber. On a déjà parlé dans ton podcast que c'était ça, toi, tu avais voulu faire en premier. Puis moi-même, ça a été ça ma première barrière. Ouais, mais ça a été ça, moi aussi, YouTube en premier. Puis j'en ai encore mon frère qui voulait faire ça quand il était plus jeune, puis la bulle y est passée. Mais c'est quand même quelque chose, t'es comme, haha, tu veux devenir YouTuber, ben, fine, tu vas à l'école, puis tu verras plus tard. Puis de créateur de contenu, on dirait que c'est encore plus une accessibilité, dans le sens où c'est la même chose. T'es un créateur de contenu quand t'es sur YouTube. On dirait que YouTube, il y a quelque chose de, un peu comme un podcast, il y a du long form, il y a quelque chose de. Créateur de contenu, on dirait que c'est, tu sors ton sel, puis il y a une barrière d'entrée très mince, comme on le disait tantôt aussi. Mais je pense que si on revenait à la créa, c'est là que c'est tellement important parce que c'est en ayant une association pour les créatrices et créateurs de contenu au Québec, qu'on va pouvoir justement avoir ces discussions-là, puis pouvoir, tu sais, à place de dire « Hey non, les réseaux sociaux, c'est de la merde, on va couper tout ça », ben c'est d'avoir ces discussions-là pour peser les pour puis les contre, mettre c'est quoi les restrictions qui sont bonnes, puis encourager justement la bonne création de contenu. Sensibiliser dans le Sensibiliser, exactement. Fait que c'est ça, c'est une question qui est très difficile. Moi, tu sais, la création de contenu, on dit qu'il y a des opportunités, mais ça peut être aussi quelque chose juste pour le fun. Je pense que la plupart, en ce moment, en fait, publient des vidéos juste parce qu'ils veulent partager quelque chose. Puis, à même titre qu'avant, dans le temps, tu publiais tu sais, c'était des publications. Il y avait comme une trend, c'était tu publiais ce que tu mangeais, mais en post Instagram et non en story, par exemple. Ben, tu sais, là, ça a évolué en montrant un peu plus ton day-to-day. Fait qu'il y a du monde qui font ça juste pour le fun aussi, puis c'est bien correct. Ouais. Je pense que c'est une question qui vient avec beaucoup de nuances et de sous-questions et qu'on est dans un milieu très nouveau où est-ce que dans les 10-15 prochaines années, on va avoir beaucoup de problèmes qui vont ressortir de ça. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Netflix, justement, qui parlait des influenceurs mineurs, qui avait une chaîne YouTube qui s'appelait The Squad aux États-Unis.
Ça, dans le fond, c'était des enfants de 10-12 ans qui faisaient du contenu en gang qui s'appelait The Squad et tout ça. Puis finalement, ça a tourné que c'était de l'exploitation d'enfants. Il y a eu de la pornographie juvénile là-dedans. Puis il y a toute cette conscience-là aussi de dire, est-ce que derrière la chaîne YouTube, c'est un adulte qui profite d'enfants pour faire de la création de contenu? Ouais. Est-ce que c'est... Je veux dire, là-dedans, il y avait des jeunes qui mangeaient pas, qui dormaient pas. C'était des 18 heures de tournage par jour. Tu sais, ils faisaient faire des affaires à la limite, pas de la torture, mais tu sais, n'importe quoi pour avoir des views. Tu vas embrasser tel gars parce que là, ça va créer une polémique en ligne. Genre, il y a tout ça c'est un non absolu. Puis en même temps, je pense... au Québec, les Sœurs Bégin, par exemple, qui sont nominées dans le gala cette année, l'une d'elles est mineure. Mais ils ont fait des tournées avec Révolution, ils font des danses sur YouTube depuis qu'ils ont 11 ou 12 ans, puis tu sais, il se passe absolument rien de bizarre de ce côté-là. Fait que j'ai comme l'impression que c'est pas tant l'âge, mais les paramètres dans lesquels c'est fait, comment c'est géré. Puis qu'il va y avoir beaucoup de sous-questions qui vont sortir de ça éventuellement et de problématiques aussi. Ouais. Parce que tu sais, en tant que parent, on entend qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, whatever. Fait que t'es comme... Ben, même aux États-Unis, ils ont passé une loi, je pense, en Californie, que si tu faisais du paid sponsorship avec tes enfants, il fallait que tu remettes 60% de tes revenus à tes enfants. Genre, puis là, il y en a qui ont déménagé de state pour pas avoir à faire ça. Oh my God. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça que, tu sais, quand tu poses la question à large, je vois pas nécessairement ça au day-to-day, mais c'est un peu vrai, là. C'est toutes des questions qu'il faut se poser à un moment donné. Je suis pas plus à l'aise avec les familles de YouTubers ou de, tu sais, encore là, je suis jamais dans le jugement, mais des fois, c'est weird quand même, là. Puis des fois, tu te poses des questions, là, comme, tu sais, ces enfants-là, ils peuvent peut-être trouver ça le fun, mais ils trouvent ça le fun 7 jours semaine tout le temps. Ils en veulent-tu une vie qui est peut-être pas derrière les... Tu sais, encore là, tu sais, on en parle le plus possible aujourd'hui, puis qu'est-ce qui se passe autour, puis on baigne dedans. Il y a tellement de positifs, la création de contenu, même pour une business, d'avoir, tu sais, à l'interne, d'avoir, tu sais, c'est accurate, c'est là, c'est en ce moment, c'est cool. Mais je pense que c'est quand même important, puis ça peut être une mission de la créa aussi, ou comme, tu sais, dans certaines nuances, encore une fois, de sensibilisation. Parce que je pense qu'un parent, un adulte, mais un enfant informé aussi, je pense que ça permet des choses. Puis si en plus les plateformes sont ouvertes à mettre des choses en place pour éviter que, tu sais, moi j'aimerais ça savoir que si ma fille un jour a un téléphone, ce qui va être le cas, on le sait, mais qu'il y a certaines choses que oui, c'est à moi le parent de mettre un encadrement, mais si en plus tu as de l'aide possible ou au moins des formations, des choses, moi je trouve ça a de la valeur en tout cas. Peut-être que, je sais pas s'il y a ça, des formations, de la sensibilisation à l'école, dans les écoles primaires, comme quand tu avais tes premiers cours, genre, de toute la sexualité, dans le fond, là. Je sais pas s'il y a ça en ce moment. Je sais pas. S'il l'a pas, ça serait bien. J'ai pas entendu parler de ça, là, c'est pas un fait, fact-check-nous pas. Bon, on voit quelques créateurs de contenu qui ont des conférences dans des écoles, c'est pas un cours en soi, mais on a vu Claudie Mercier qui fait des tours dans des écoles, Olivia, je sais pas si c'est que c'est de la sensibilisation par contre, mais... Exact, mais tu sais, il y a des affaires clairement qui sont complètement wrong, là. Il y a des enfants de 2-3 ans qui font des genres de vidéos fashion show de comment sont habillés. Ah, grandma, te fait des outfits comme ça, moi je te fais des outfits comme ça, puis tu regardes 230 000 enregistrements. Ouais, c'est wrong. Tu le sais, là, que dans le 230 000 enregistrements, il y a du monde qui sont pas là pour les bonnes raisons, là. Fait Mais tu sais, moi-même, quand des fois, tu sais, ma fille est à l'âge d'avoir des amis dans le quartier, puis des amis des fois un peu plus vieilles, puis qui me disaient hey, j'ai écouté tes vidéos hier sur TikTok. Puis je suis comme, tu sais, je pense que je fais du contenu pas si pire, mais ça m'arrive de faire du contenu de 18 ans et plus, là. Pas OnlyFans, dans le sens d'un sujet qui était pas pour un enfant de 7-8 ans. Mettons ce que Laurent vient de dire, là, mettons le par rapport mettons l'histoire de ma vasectomie, là, la fille de 8 ans n'avait pas besoin de le savoir nécessairement. Encore là, tu te dis, la conscience, c'est où? C'était à moi de faire attention? Ou c'était à elle de ne pas y avoir accès? C'est quand même particulier. Fait qu'il y a beaucoup de questionnements quand même, puis je pense, comme on l'a dit, s'il y a une plus... Encore là, ça sera jamais parfait. Parce qu'il y aurait beau avoir des paramètres sur TikTok, si le parent ne le met pas, si le parent laisse le téléphone tout le temps, prends-les quand tu veux, check quand tu veux. En tout cas, c'est un sujet qui me tient quand même à cœur parce que justement, je vois ma fille commencer à me sortir des phrases qu'elle entend en arrière-plan de ma femme qui écoute TikTok, puis comme là, elle sort une expression, puis je suis comme, pourquoi tu sais ça, là? Puis là, elle met les souliers à ma femme, puis elle dit, comme sur TikTok. Puis je suis comme, oh non, je veux pas que ça commence à faire ça. Fait que c'est juste, c'est particulier de baigner dedans,
mais de quand même avoir une petite souciance de qu'est-ce qui peut arriver avec nos enfants. Je pense qu'il y a une grande sensibilisation à faire comme parents. Ouais. Puis, tu sais, ben là, j'en parle parce que toi puis moi, on a des enfants, là, mais on est à l'ère de la génération que, tu sais, on n'est pas clueless, là. On en consomme des réseaux sociaux, on a vécu tout l'avènement des réseaux sociaux, fait qu'on est quand même dans une bonne position, nous, pour sensibiliser là-dessus, alors que, tu sais, les 60 ans, peut-être moins, parce qu'ils n'ont pas compris le day-to-day des impacts de ça, genre. Ouais. Si on termine déjà ensemble aujourd'hui sur une note finale, qu'est-ce que vous voyez comme étant le futur pour le Gala Influence, pour la CREA aussi, dans le sens où on le sait, la CREA se concentre sur le Québec. Pour qu'est-ce qui est du Gala, est-ce qu'on voit ça hors Québec? Est-ce qu'on voit ça encore plus gros? Tu sais, allons-y sur peut-être une base individuelle, là. Mais qu'est-ce que vous voyez sur un court moyen terme, disons, pour le Gala, si tu veux commencer, Anthony? Ouais, ben, premièrement, je vais parler comme créateur de contenu. Le Gala Influence Création, ça va être la référence. Puis ça va être l'événement que tu veux absolument gagner quand tu es un créateur ou une créatrice de contenu, comme tu le fais déjà, par exemple, pour différents galas, pour, mettons, les artistes, les films et tout ça. Puis surtout, je pense que ça va continuer à être l'événement qui va justement faire rayonner la création de contenu, puis la bonne création de contenu au Québec. Puis qu'on voit ça, que les gens vont se battre à chaque année pour gagner, dans le fond. Le voyez-vous télévisé, éventuellement? Je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui écoutent la télé tout court, mais... Laurence pourra répondre à cette question. Oui, exactement. Ben, je sais qu'on se fait regarder là-dessus présentement. Je pense qu'on n'exclut pas la question à 100%. Moi, je vais me concentrer à répondre sur ta question sur le gala comme tel, puis je laisserai Maud enchaîner sur la créa en général. Le gala, pour moi, ça devient les Oscars du Québec. Notre tapis rouge, ça devient le Met Gala. Puis notre show, ça devient le Super Bowl. J'aime ça. C'est voilà. Très, hein? Short and sweet. Ça sent l'ambition un peu. Ben, je suis d'accord avec les deux. C'est intéressant parce que cette discussion-là, on l'a eue, mettons, il y a quand même quelques mois, fait que c'est intéressant d'avoir les deux votre perception. C'est pas quelque chose qu'on a discuté récemment. Pour la créa, je pense que ça va être vraiment d'écouter ce que les membres veulent, parce que ce que les gens veulent aujourd'hui, puis versus ce que l'industrie et les gens vont vouloir dans un an, ça va vraiment être différent. Fait que ça va être vraiment de suivre l'évolution à travers le temps sur les besoins. Est-ce que ça va être d'aller faire des conférences dans les écoles, parce que un de nos piliers, ça va être vraiment de faire de la sensibilisation, peut-être. À l'étape qu'on est là, comme nouvel organisme de 1 an uniquement, ben c'est sûr qu'on est plus concentré à avoir des fonds. Donc, on est vraiment d'avoir des ressources financières et des ressources aussi humaines pour pouvoir justement délivrer les services et ce qu'on offre actuellement. Mais dans l'avenir, ça va être vraiment d'écouter ce que les gens veulent puisque l'industrie a besoin. That's it. Merci beaucoup d'avoir passé cette belle heure avec moi. Merci à toi. Un grand succès pour la suite des choses. J'ai hâte de vous voir au gala aussi puis de voir comment ça va être. Comme je le disais, ça va être publié juste avant, fait que on va pouvoir vivre tout ça ensemble très bientôt. Fait que good job, félicitations, puis à très bientôt les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Ordinaire. J'espère que vous avez apprécié la gang du Gala Influence Création. Vraiment des bonnes questions aujourd'hui. Si vous ne suivez pas encore le podcast Ordinaire, faites sûr de le faire sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. On est partout, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir voir les gens qui laissent des commentaires, qui laissent des 5 étoiles. On répond à l'ensemble des commentaires. Et si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est évidemment de nous suivre sur les réseaux et de laisser un review. Si vous n'avez pas encore commandé avec votre code PARDINAIRE pour MindBlow Energy, c'est une belle façon aussi d'aider et de soutenir le podcast. Merci énormément d'être avec nous à chaque semaine et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye guys!